Une baie glacée, un village réuni, un piège de glace qui retient les géants de la mer, puis une fissure, une vague de eau, un moment qui transforma la merveille en peur. Que se passe-t-il lorsque le prédateur le plus redouté de l'océan est acculé et que la glace cède? L'Arctique est une terre de beauté et de danger. Baie de Fox, Nunavut, 1955. Une nature sauvage vaste et blanche, où la mer respire à travers des fissures selaces dans la glace et où la vie tient à un fil. Pendant des siècles, les chasseurs inuits avaient appris les règles ici. Respecter la glace, respecter les animaux et ne jamais sous-estimer la mer. Mais un après-midi d'hiver, ces règles furent brisées. Un groupe de chasseurs et d'habitants inuits découvrit une scène rare et inquiétante. Une harde d'orques, de 10 à 12 individus, piégés dans une poche d'eau libre en contraction appelée Polynie. Ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, craints et vénérés, étaient entourés par la même glace qui habituellement les tenait à distance. Leurs nageoires dorsales noires coupaient l'eau comme des couteaux. Leurs souffles inquiétants s'élevaient dans l'air glacé. Les habitants se rassemblèrent au bord de la glace pour observer. Pour certains, c'était un spectacle. Pour d'autres, un présage. Les anciens murmuraient en des avertissements. « Restez en arrière. Les orques sont rusées, assez fortes pour briser la glace, et désespérées quand elles sont piégées. » Mais parmi les jeunes hommes, la curiosité était plus forte que la prudence. Et l'un d'eux, désireux, audacieux et sans peur, s'approcherait de la limite du destin plus que quiconque ne devrait. Les orques attendaient Saut. L'air était tranchant comme une lame à cause du froid, ce froid qui mord les os. La meute d'orques émergea de nouveau. Leur respiration sifflait comme des locomotives à vapeur prisonnière sous la glace. Chaque expiration était un rappel. Prédateur, vivant, puissant et agité. Les anciens, au visage sculpté par des lignes de sagesse et de survie, parlaient avec urgence. « Ne vous approchez pas, les baleines peuvent briser la glace. » Leur voix portait le poids de générations ayant vu la fureur de la nature de près. Mais un jeune, inquiet, curieux, peut-être défiant l'impossible, les ignora. Il voulait regarder de plus près. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être de l'arrogance juvénile, peut-être l'excitation d'être sur l'un des chasseurs les plus redoutés de la mer. Pas à pas, il s'aventura. La croûte glacée craquait sous ses bottes, des fissures en forme de toile d'araignée chuchotaient des avertissements qu'il ne pouvait plus entendre. Les orques en dessous bougeaient, leur corps élancé tournait en cercle, leurs taches oculaires pâles clignotaient comme des masques spectrales sous l'eau sombre. Depuis le bord, les villageois lui criaient de s'arrêter. Mais il continua, attiré par le mouvement sous la glace comme s'il était ensorcelé. Les baleines n'étaient pas des proies piégées. Elles attendaient, patientes, calculatrices, et l'observaient avec la même attention qu'il les observait. Un faux pas, et l'équilibre entre l'homme et la bête serait brisé. Un silence tomba sur la baie, brisé seulement par le coup retentissant d'une orque qui émergea sous la fragile couche de glace. Le jeune chasseur resta immobile. Sous ses bottes, la glace gémissait, un avertissement profond et plaintif qui se diffusait dans l'air immobile. Puis cela arriva. Avec une vitesse terrifiante, une énorme masse noire se dressa. L'eau éclata tandis qu'une orque frappait son corps contre la glace depuis en dessous. La plaque se brisa comme un coup de feu. Une fracture irrégulière s'étendit et le support du chasseur disparut en un instant. Il tomba dans l'eau glacée. Un cri s'échappa de sa gorge tandis que l'Arctique l'engloutissait complètement. Ses bras s'agitaient contre le froid écrasant, mais les orques étaient déjà là. Des dorsales sombres fendaient pour la surface. La mer bouillonnait de puissance tandis que les prédateurs s'approchaient. Sur la rive, les villageois criaient
impuissant. Il pouvait voir ses mains s'agripper au bord de la glace, sa respiration haletante et désespérée. Mais chaque tentative de grimper était contrée par une autre poussée depuis en dessous, les baleines frappaient entre la plaque, la brisant encore plus, lui refusant la fuite. Le chasseur n'était plus un observateur, il était une proie. L'eau glacée se referma sur lui comme un cercueil. Il se débattit, griffant vers la lumière au-dessus de lui, mais les orques furent plus rapides. Une énorme ombre se déplaça sous lui. Des dents, noires et blanches, brillantes et dentelées, s'agrippèrent à sa jambe. Le cri du chasseur fut englouti par la mer, tandis qu'il était entraîné vers le bas. L'eau devint violente, bouillonnante de bulles et de stries rouges, tandis que la meute attaquait à l'unisson. Sur le rivage, les habitants du village, horrifiés, ne purent pas que regarder tandis que son corps était entraîné plus profondément dans le vide glacé. Pendant un battement de cœur, son bras rompit la surface, s'étendant, suppliant, avant qu'une autre orque ne le frappe, le tirant vers le bas, une fois de plus. L'eau se calma, il ne resta que les nageoires tournant en cercle. Le chasseur avait disparu. C'était comme si l'océan lui-même l'avait réclamé, l'effaçant en quelques secondes. Lorsque l'eau s'est enfin calmée, les habitants se sont précipités sur la glace fragile, le cœur battant fort, leur voix portant son nom dans le vide. Mais la Polynie, cette blessure noire et ouverte dans la glace, n'offrait aucune réponse. Ils ont cherché les bords avec des bâtons, scrutant l'eau sombre, espérant que son corps réapparaisse. Les minutes s'étiraient en une éternité. Seules les légères ondulations des orques qui tournaient en dessous brisaient le silence. Aucune bulle, aucun mouvement, aucun indice. Les chasseurs connaissaient la vérité, bien qu'ils ne puissent pas la prononcer. La mer l'avait englouti tout entier. Les orques n'avaient rien laissé. Sur la glace, le silence était insupportable. Le seul son était la respiration lointaine des épaulards en dessous. Un sifflement vide qui montait de leurs évents, comme pour se moquer des humains au-dessus. Le jeune homme avait disparu. Pour toujours. Le peuple n'a jamais oublié. À voix basse, autour des lampes à huile, les anciens racontaient l'histoire. Comment la glace s'est brisée, comment les orques ont attaqué, comment un jeune homme a disparu sans laisser de traces. Pour les étrangers, c'était considéré comme un mythe, une histoire de pêcheurs, trop monstrueuse pour être vraie. Mais pour les Inuits, c'était un avertissement gravé dans le sang et la glace. La mer l'avait emporté et les prédateurs sous l'eau ont dévoré ce qui restait. Chaque récit portait le même frisson. Ce n'était pas un accident ordinaire. C'était le moment où le prédateur le plus redouté de l'océan a ouvert un chemin à travers la glace et a réclamé l'un des siens. Et ainsi, l'histoire est devenue légende. Transmise des anciens aux enfants, un avertissement que la nature ne pardonne pas l'arrogance et que même le chasseur le plus rusé peut devenir la proie. Le bassin de Fox n'était pas un terrain de chasse ordinaire. C'était un lieu dominé par la glace de mer, où les polynies, ces rares trous d'eau libres, devenaient des lignes de vie tant pour les chasseurs que pour les proies. Et à l'hiver 1955, il piégea une douzaine d'orques dans une prison aquatique. Elles tournaient sans cesse dans le trou qui se rétrécissait, leurs dos noirs et brillants coupaient à la surface. Leurs mâchoires claquaient contre les phoques qui passaient, mais les phoques étaient rares. La faim rongeait les prédateurs, et la faim rend désespéré même l'animal le plus intelligent. Les Inuits les appelaient Aquakpak, les grands tueurs. Ils avaient déjà vu les orques attaquer des phoques sur des blocs de glace. Ils les avaient vus briser les blocs avec une force brutale,
cassant la glace pour atteindre la proie dessus. Mais ce qui se passa ici fut différent. Ce jour-là, les orques ne cherchaient pas des phoques. Elles ne cherchaient pas des morses. Elles cherchaient un homme. Quand le jeune chasseur s'approcha trop près, la meute réagit avec une précision terrifiante. Un énorme mâle se dressa, brisant la glace sous lui. En un instant, il était dans l'eau, encerclé. Les orques n'hésitèrent pas. Elles attaquèrent Pan comme des loups, mais plus rapides, plus froides, plus impitoyables. Le chaos s'ensuivit. Le chasseur disparut sous des corps blancs et noirs qui s'agitaient sans mainte. Ses cris furent engloutis par le fracas de la glace qui se brisait. Quand l'eau se calma, il ne resta que du sang et de l'écume. Pour les Inuits, c'était la preuve de ce que leurs anciens avaient toujours chuchoté, que les orques n'étaient pas seulement des chasseuses de la mer, mais des chasseuses de tout ce qui osait croiser leur chemin. Lorsque l'activité frénétique prit fin, le silence tomba sur la glace. Les chasseurs qui avaient observé de loin restèrent immobiles, incapables de bouger, incapables de respirer. L'eau où le jeune homme était tombé était maintenant vide, sinistrement vide. Personne ne remonta à la surface, aucun vêtement déchiré, aucun signe du chasseur. C'était comme si les orques l'avaient englouti tout entier, l'entraînant dans un abîme noir dont aucun humain ne revient. Le trou dans la glace bouillonna encore quelques battements, puis se calma. Les habitants du village cherchèrent, appelant son nom dans les vents glacés, mais la mer ne rendit rien. Aucun membre, pas même un os. La meute l'avait effacé avec la même efficacité qu'une tempête efface les traces dans la neige. Pour les Inuits, ce fut une confirmation glaçante. Les orques n'étaient pas seulement des chasseurs, mais des fantômes des profondeurs. Lorsqu'ils choisissaient un homme comme proie, ils ne le tuaient pas simplement. Ils le faisaient disparaître. Et dans le bassin de Fox, cette disparition devint une légende. Dans les jours qui suivirent, le village resta silencieux. Personne ne prononçait à voix haute le nom du jeune chasseur. À la place, ils murmuraient à propos des orques. Les anciens les avaient avertis, toujours avertis, que ces baleines n'étaient pas comme les autres. Pour les Inuits, les orques étaient des êtres d'une immense ruse, des chasseurs capables de lire la glace, capables de surpasser les hommes en astuce. Certains disaient qu'elles étaient des Tunir-Juat, des esprits déguisés en animaux. L'histoire du garçon se répandit rapidement. Comment il avait ignoré les avertissements, comment il s'était retrouvé sur une glace mince au-dessus de prédateurs piégés, et comment l'océan lui-même l'avait réclamé. Pour les anciens, ce n'était pas seulement une tragédie, c'était une leçon gravée dans la peur. La mer reprend toujours ce qu'on lui doit. Autour des feux, les familles parlaient à voix basse, les enfants, les yeux grands ouverts, tandis que le récit se transformait en quelque chose de plus grand que la vie. Les orques sous la glace n'étaient plus seulement des animaux. Elles étaient des ombres de punition, des rappels que même le chasseur le plus courageux pouvait disparaître d'un seul faux pas. Et ainsi, la légende grandit, portée par le vent à travers le bassin de Fox. Un récit inquiétant qui brouillait la frontière entre la survie et le mythe. Pendant des décennies après, l'histoire est restée comme du givre dans l'esprit de ceux qui vivaient le long du bassin de Fox. On disait aux enfants de ne jamais s'approcher trop près des trous dans la glace, de ne jamais provoquer l'océan par curiosité. La leçon était claire. Ce qui se cache dessous observe, attend. Les chasseurs emportaient le récit avec eux à chaque expédition. Même en silence, ils lançaient des regards nerveux aux fissures noires dans la glace, imaginant l'éclat de l'œil d'une orque qui les observait. Certains juraient de pouvoir l'entendre, le faible écho de l'eau qui se brise, le saut d'un corps géant qui s'élève sous les plaques de glace. Pour les étrangers, cela semblait un mythe, une autre histoire de fantôme racontée dans le froid nord.
Mais pour les Inuits qui y vivaient, ce n'était absolument pas un mythe. C'était un souvenir, un avertissement écrit dans le sang et la glace. Et pour chaque chasseur qui s'aventurait ensuite, l'ombre de cette nuit de 1955 marchait à ses côtés. L'incident du bassin de Fox s'est transmis de génération en génération, chuchoté à voix basse tant par les anciens que par les chasseurs. Mais en dehors de la communauté inuit, il reste un mystère, en partie un témoignage inquiétant, en partie une légende gravée dans la glace. Il n'y a ni photographie, ni corps, ni preuve médico-légale. Seulement les paroles de ceux qui l'ont vécu. Les chercheurs qui ont ensuite étudié l'histoire ont admis ne pas pouvoir vérifier chaque détail. Certains l'ont rejeté comme du folklore. N'est-ce une histoire d'avertissement née de la peur de la mer? Mais d'autres ont pointé du doigt le prédateur lui-même. Les orques sont des chasseurs au sommet de la chaîne alimentaire, pleinement capables de briser la glace, de renverser des phoques, voire de traîner leur proie dans l'eau. Pourraient-ils en avoir fait autant avec un homme? Absolument oui. La physique, le comportement, la force brute, tout rend l'histoire plausible. Alors, était-ce un mythe? Ou le seul témoignage vrai d'un homme tué et consommé par des orques sauvages? Cette incertitude ne fait qu'accroître la terreur, car si cela s'est produit une fois, qui peut dire que cela ne peut pas se reproduire? Au final, la tragédie du Fox Basin, qu'elle soit un fait avéré ou un folklore gravé dans la mémoire, reste un rappel brutal d'une vérité que les êtres humains oublient souvent. Dans la nature sauvage, nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes des proies. Le jeune chasseur posa le pied sur la glace avec curiosité et confiance, croyant pouvoir dominer les orques qui se trouvaient en dessous. Mais en un instant, l'équilibre fut rompu. L'océan s'ouvrit, la glace s'effondra, et la nature le réclama avec une efficacité impitoyable. Les orques ne sont pas des monstres, elles sont la survie perfectionnée. Des prédateurs au sommet forgé dans la glace et l'eau salée. Pour elles, la différence entre phoque, baleine ou humain peut s'effacer dans le chaos de l'opportunité. Pour les Inuits, l'histoire perdure non pas comme un spectacle, mais comme un avertissement. La mer donne la vie, mais la reprend aussi, sans hésitation, sans pitié. Ainsi, le récit du Fox Basin demeure moitié histoire, moitié cauchemar. Un jeune homme englouti par les eaux arctiques, dont le corps ne fut jamais retrouvé. Seulement le silence, la glace et l'écho d'une vérité trop froide pour être oubliée. Car lorsque tu marches à la limite du domaine de la nature, parfois, c'est la nature qui revient. L'histoire du chasseur du bassin de Fox est un rappel. Lorsque nous entrons sur la scène de la nature, nous le faisons à nos risques et périls. La mer ne pardonne pas. Elle n'oublie pas. Si cette histoire troublante vous a marqué, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Une autre rencontre saisissante où des êtres humains ont affronté un prédateur face à face, et tous ne sont pas revenus vivants. Restez à l'écoute. La prochaine histoire vraie est une que vous ne voudrez pas manquer. Mais ce ne serait pas la dernière fois que ces eaux glacées deviendraient violentes. Depuis le bassin gelé de Fox en 1955, jusqu'aux eaux chaudes où Hans Kretschmer a trouvé son destin, un prédateur est resté le même. J'ai 18 ans, la planche de surf sous lui. Le Pacifique s'étend à l'infini et paisible. Puis, une douleur soudaine. Quelque chose d'énorme s'accroche à sa jambe et à son flanc, le tirant sous l'eau. Au début, il pense que c'est un requin. Mais ce n'en est pas un. C'est plus grand, plus intelligent. Un prédateur qu'aucun surfeur n'attend jamais. Une orque sauvage l'a attrapé entre ses mâchoires. Et d'une manière ou d'une autre, Hans Kretschmer a survécu pour raconter l'histoire. Les vagues devant Pointe-Sûre se brisaient. Lourdement cet après-midi-là,
ce genre de mer qui attire les téméraires. Hans Kretschmer, à peine âgé de 18 ans, glissait sur la surface de l'eau avec l'assurance de la jeunesse. Air salé, soleil dans le dos, rien d'autre que l'océan sous lui. Et puis, violence soudaine. Depuis en dessous, une force comme un train de marchandises. Les mâchoires se refermèrent. Sur sa cuisse et son flanc, les dents s'enfoncèrent profondément dans la chair et les muscles. L'océan se teinta de rouge autour de lui. Son corps se tordit alors qu'il était entraîné vers le bas. Ses poumons brûlaient, la planche lui fut arrachée des pieds. Sa première pensée fut un requin, le cauchemar que tout surfeur porte en lui. Mais tandis que l'immense silhouette blanche et noire s'agitait à ses côtés, il comprit la vérité. Ce n'était pas un requin, c'était bien pire, une orque tueuse, un prédateur au sommet de la chaîne, avec la force de briser des phoques comme des jougs. Hans Kretschmer n'était pas connu pour être téméraire. C'était un adolescent qui poursuivait les vagues, la liberté et la pure émotion du Pacifique. Né et élevé en Californie, l'océan était plus qu'un passe-temps, c'était une partie de son identité. La culture du surf à la fin des années 70 était brute et authentique. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni de marques de surf sophistiquées. Juste de jeunes hommes qui poursuivaient les vagues, partageaient en des histoires sur la plage et ramènent dans des eaux froides et peuplées, et de requins avec pour seul équipement leur courage et de la cire sur leurs planches. Pour Hans, c'était pile le paradis. Ses amis le décrivaient comme aventurier, mais les pieds sur terre. Il n'était pas imprudent, mais il ne craignait pas l'inconnu. À 18 ans, la vie s'ouvrait devant lui sans fin. Université, travail, famille, rêves encore, à écrire. Ce jour-là, à point sûr, devait être comme tant d'autres. Soleil, eau salée et vagues à surfer. Mais sous la surface, les prédateurs s'agitaient. Les requins étaient la peur constante, des ombres grises qui hantaient l'imagination de chaque surfeur. Les parents mettaient en garde leurs enfants contre les courants de retour, les récifs irréguliers, les ailerons coupant la surface. Pourtant, personne ne mettait jamais en garde contre la présence des orques. C'étaient des créatures de documentaires, des mythes océaniques, majestueuses, intelligentes, intouchables et, disait-on, inoffensives pour les humains. Hans y croyait aussi. Pourquoi ne le ferait-il pas? Aucun surfeur vivant n'aurait imaginé qu'une orque pourrait un jour émerger des profondeurs pour en faire une proie. Cette conviction, ce sentiment de sécurité, disparaîtrait en quelques secondes. Car Hans Kretschmer était sur le point de devenir l'un des rares humains de l'histoire à ressentir la pleine force de la morsure d'une orque sauvage. Point Sûr n'est pas un endroit pour les timides. Un tronçon isolé de la côte californienne, où des falaises escarpées s'élèvent au-dessus d'une mer agitée. Les vagues ici se dressent dures et implacables, façonnées par de profondes canyons qui canalisent la puissance du Pacifique en murs soudains de coups. Pour les surfeurs, c'est une épreuve de feu. Pour les prédateurs, c'est un terrain de chasse. Ce jour de 1972, l'océan était vivant. Les mouettes tourbillonnaient au-dessus de leur tête. Des lions de mer se rassemblaient sur les rochers, aboyant tandis qu'ils se lançaient dans le ressac. Leurs formes noires et brillantes se déplaçaient sous les vagues. La même proie pour laquelle les orques sont faites pour tuer. Le son à point sûr est profonde, sombre et froide, descendant rapidement depuis le rivage. C'est un endroit d'où les ombres bougent sous toi, où les surfeurs se sentent souvent observés mais ne voient jamais ce qui les attend en dessous. Tous ici craignaient les grands requins blancs. Ce tronçon de côte a toujours été leur territoire. Mais la vérité cet après-midi-là fut plus inattendue, plus terrifiante.
Hans pagaillait vers des oiseaux denses de vie. L'horizon s'étendait à l'infini, mais sous sa planche se cachait un prédateur bien plus grand que n'importe quel requin. Un prédateur qui ne devrait pas être là, qui n'aurait pas dû le remarquer. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'orque était proche, tournant en cercle, observant, et Hans, équilibré sur sa planche sous le soleil californien, n'avait aucune idée qu'il était à quelques secondes de devenir une proie. L'orque tueuse, orque. Pour la plupart du monde, une merveille. Des géants en noir et blanc qui sautent dans les documentaires, symbole d'intelligence et de grâce. Mais dans la nature, privée des images nettes et des spectacles touristiques, l'orque est tout à fait différente. C'est le prédateur suprême de l'océan, jusqu'à 9 mètres de long, pèse jusqu'à 10 tonnes. Des dents non faites pour déchirer, mais pour saisir, écraser, étouffer. Les orques chassent en meute, attaquant avec stratégie et précision. Elles lancent les phoques en l'air. Elles chargent et les grands requins blancs jusqu'à ce qu'ils se noient. Elles jouent avec leur proie avant de l'achever. Et presque jamais, elles ne touchent les êtres humains. Pendant des siècles, ce pacte tacite a été respecté. Surfeurs, marins, plongeurs, tout nageait en sachant que les orques n'étaient simplement pas intéressés par nous. Mais cette règle a été brisée à point sûr. Hans Kretschmer est devenu l'exception. Une orque ne mord pas doucement. Sa pression mandibulaire est assez forte pour écraser un os en un instant. Sa vitesse sous l'eau est égale à celle des prédateurs les plus rapides de la Terre. Lorsqu'elle décide d'attaquer, s'échapper est presque impossible. Ce n'était pas un simple contact curieux. Ce n'était pas une erreur que Hans pouvait ignorer. C'était un saut calculé depuis en dessous. Et pour la première fois dont on se souvienne, une orque sauvage avait décidé qu'un être humain ressemblait à une proie. Hans glissait sur la crête d'une vague quand cela s'est produit. Sans avertissement, sans aileron coupant l'eau, sans ombre approchant d'en dessous. Juste une explosion de force venue des profondeurs. L'orque a émergé sous lui comme un missile. Ses mâchoires se sont refermées autour de sa cuisse et de son flanc. L'impact fut terrifiant. Une morsure conçue pour les phoques, mais qui déchirait maintenant de la chair humaine. Hans fut arraché de sa planche et entraîné sous l'eau dans une tempête de bulles et de sang. Il essaya de crier, mais l'eau salée lui remplit la gorge. La douleur traversa son corps, chaude et aveuglante. Il se débattit instinctivement, mais face à la force pure de la baleine, il n'était rien, juste un pantin dans sa prise. Le temps ralentit. Il pouvait sentir le poids écrasant de la morsure, la traction étouffante de l'eau, la froide conscience que ce n'était pas un requin. La tache blanche et noire à ses côtés confirmait l'impossible. Une orque tueuse lava. Les mâchoires écrasantes entraînèrent Hans plus profondément. L'eau salée rugissait dans ses oreilles. Le sang coulait de ses blessures. Chaque nerf de son corps criait que c'était la fin. Mais quelque part, l'instinct réagit. De toutes ses forces, Hans se débattit. Il grattait la tête de l'orque, griffant sa peau caoutchouteuse avec ses mains. Il donna des coups de pied violents, sa jambe libre frappant le flanc du prédateur. Les dents de la baleine s'enfoncèrent en lui, mais la lutte perturba la prise. Pendant un instant, les mâchoires se desserrèrent. Hans se retourna. Un acte de désespoir plus que de stratégie. D'une manière impossible, il se libéra. Ses poumons étaient sur le point d'exploser. Il donna des coups de pied vers la surface, griffant l'eau, chaque brasse laissant une traînée carmin derrière lui. L'eau semblait infinie, lourde, refusant de le laisser partir. Derrière lui, l'ombre massive s'attardait. L'orque tournait en cercle, un fantôme dans les profondeurs, observant. Hans émergea en haletant, toussant de l'eau salée et du sang. Sa planche avait disparu. Son corps fléchissait.
Et pourtant, il était vivant, pour l'instant. Car quand le prédateur le plus redouté de l'océan te laisse partir, il n'est jamais clair si c'est fini, ou si la chasse ne fait que commencer. Hans s'émergea dans une écume rouge. Son corps était déchiré, la cuisse et le foie sur le flanc ouverts, jusqu'à l'os. L'eau salée brûlait ses blessures comme du feu. Chaque vague menaçait de le replonger sous l'eau. Sur le rivage, les surfeurs et les baigneurs restèrent immobiles. Au début, ils pensèrent à une attaque de requins, puis ils virent l'ombre blanche et noire qui tournoyait sous lui, inconfondable même de loin, une orque tueuse. Sur la plage, des cris éclatèrent. Les planches frappaient l'eau tandis que les surfeurs ramèrent vers lui. Chaque seconde semblait une éternité. L'océan trop vaste, le garçon blessé trop loin. Hans s'accrocha désespérément à la conscience. L'horizon se brouillait, les bras lourds, la respiration haletante. Il savait qu'il perdait du sang. Il savait que le prédateur était toujours là. Et il savait qu'un seul glissement sous les vagues signifierait qu'il ne remonterait jamais. Puis, des mains, un autre surfeur le saisit, le tirant sur une planche glissante de sang. Un autre poussa par derrière, donnant des coups de pied furieux vers le rivage. Chaque mouvement laissait une trace dans l'eau, un signal pour l'orque que sa proie s'échappait. Les sauveteurs ne se retournèrent pas. Ils n'osèrent pas. Derrière eux, la mer bouillonnait de mystère, sombre, silencieuse, en attente. Ils se précipitèrent à marée basse, pris de panique, les vagues déferlant, les planches raclant le sable. Hans fut emporté hors du ressac, son corps mou laissant une traînée carmin le long du rivage humide. La scène stoppa tout le monde net. Sa combinaison en néoprène était déchirée, pendante en lambeaux. La cuisse et le flanc étaient lacérés par des blessures grotesques, des muscles à nu exposés là où les dents avaient arraché. Le sang coulait librement, formant des flaques sur le sable et teintant l'eau à ses pieds. Les surfeurs criaient à l'aide, leurs voix brisées par la panique. Les serviettes devinrent des bandages improvisés, pressés fermement sur les plaies ouvertes. Chaque contact faisait crier Hans, un son qui perçait le chaos. Un adolescent suspendu entre la vie et la mort. Quelqu'un courut vers la route, arrêta une voiture en agitant les bras, criant pour une ambulance. La petite plage n'avait ni sauveteur ni poste d'urgence. Chaque seconde l'affaiblissait davantage. Les yeux de Hans tremblaient, ses lèvres bougeaient sans bruit. Ceux qui étaient proches jurèrent l'avoir entendu murmurer. Ce n'était pas un requin. Avant de sombrer dans le choc. Sur le sable ce jour-là, le Pacifique avait rendu un garçon qui aurait dû mourir. Mais l'image de lui, déchiqueté, ensanglanté, à peine accroché à la vie, resta gravée dans chaque témoin. La question flottait dans l'air salé. Comment quelqu'un avait-il survécu à la morsure d'une orque tueuse? Lorsque l'ambulance est arrivée, Hans était pâle et son état se détériorait rapidement. La sirène hurlait dans les rues tortueuses de Big Sur, une course désespérée contre la perte de sang. Chaque bosse sur la route faisait gémir son corps blessé. Les ambulanciers pressaient des compresses sur les plaies, mais le saignement ne s'arrêtait pas. Sa combinaison en néoprène avait été coupée, révélant un réseau de morsures le long du flanc et de la jambe. Des blessures irrégulières si profondes qu'elles semblaient inhumaines. À l'hôpital, les médecins ont lutté de toutes leurs forces. Ils lui ont posé des cathéters dans les bras, administré des fluides. Les moniteurs lançaient des alarmes. Les chirurgiens se penchaient sur lui, cousant les muscles déchirés, reconnectant ce que les dents de l'orque avaient presque détruit. Plus de 100 points de suture, des heures de travail, une chambre emplie de l'âcre odeur d'antiseptiques et du fer du sang. Le personnel médical chuchotait entre eux, stupéfait.
Une orque a fait ça? Aucun d'eux n'avait vu de blessure similaire. Hans oscillait entre conscience et inconscience, son jeune visage pâle contre les draps bas blancs. Chaque fois qu'il ouvrait passe les yeux, la même peur traversait son regard. L'eau salée, des ombres en noir et blanc, la sensation d'être entraîné sous l'eau. Il avait vécu l'impensable. Mais la survie avait un prix. L'attaque était gravée à jamais dans son corps. Pourquoi cela s'est-il produit? C'était la question qui tourmentait tout le monde, de Hans lui-même aux scientifiques du monde entier. Les orques sont des prédateurs, au sommet de la chaîne alimentaire. Oui, mais pas des humains. Dans la nature, il n'y avait jamais eu de cas d'orques chassant délibérément une personne. On les appelait loups de mer, mais jamais mangeurs d'hommes. L'attaque contre Hans a brisé cette illusion. Les biologistes marins ont analysé chaque détail. Hans portait une combinaison noire, lisse, ressemblant à une peau de phoque dans les eaux froides du Pacifique. En même temps, des lions de mer remplissaient, point sûr, leur corps se déplaçait rapidement et disparaissait sous les vagues. Pour une orque, affinée pendant des millions d'années pour chasser des phoques, la confusion a pu être immédiate, une attaque facile sur la mauvaise cible. Et puis, il y avait ce fait significatif. La baleine a mordu une fois, puis a relâché. Si elle avait voulu tuer, Hans aurait été emporté en quelques secondes. Les orques sont capables d'arracher un lion de mer en un clin d'œil. Au lieu de cela, celle-ci l'a libéré, disparaissant de nouveau dans les profondeurs. Mais l'erreur d'identité efface-t-elle l'horreur d'avoir failli être déchiré en deux? Hans ne se souciait pas que l'orque l'ait confondu avec une proie ou ait simplement changé d'avis. Pendant quelques secondes interminables, il a été une proie. Et cette vérité est restée bien après que les points de suture ayant guéri. Le mystère persiste. Pourquoi cette baleine a-t-elle attaqué? Était-ce la faim? La curiosité? Une seule erreur fatale? Ou était-ce un rappel que, aussi sûr que nous soyons de savoir, la nature sauvage ne suit pas nos règles? Hans a survécu, mais survivre ne signifiait pas échapper. Son corps portait à jamais l'histoire. De longues cicatrices, irrégulières, parcouraient sa cuisse et son flanc. Plus de 100 points marquaient l'endroit où les dents de l'orque l'avaient blessé. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, le souvenir lui revenait aux yeux. Pour les surfeurs, les requins étaient le cauchemar. Les requins rôdaient autour des plages, guettaient leur proie, attaquaient parfois. Mais Hans était désormais l'exception à une règle non écrite. Les orques n'attaquent pas les êtres humains. Il avait vécu ce que les experts disaient simplement impossible, et ce fait l'isolait autant qu'il le définissait. Des murmures le suivaient. Pour certains, il était le garçon qui avait vécu l'impossible. Pour d'autres, un rappel vivant de la fragilité réelle de l'homme dans l'océan. Quand il retournait à l'eau, les gens l'observaient. Avait-il encore confiance? Pouvait-il ramer à nouveau, sachant ce qui se cachait dessous? Hans lui-même n'oubliait jamais. La douleur, la panique, la force écrasante de la baleine revenaient en éclairs, en rêve, dans la brûlure salée de l'eau de mer sur la peau. Il avait été confondu avec une proie. Pendant un battement de cœur, le prédateur le plus puissant de l'océan l'avait choisi. Et d'une manière ou d'une autre, il avait survécu pour le raconter. L'histoire de Hans Kretschmer nous oblige à affronter une vérité que la plupart d'entre nous ignorent. Dans l'océan, nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes des intrus. Pendant des siècles, les orques ont été mythifiées comme majestueuses, intelligentes, voire bienveillantes. Et la plupart du temps, cette image est vraie. Surfeurs, plongeurs, kayakistes, des millions entrent dans l'eau, et les orques passent sans faire de mal. Mais le sang de Hans dans le Pacifique révèle une réalité plus dure.
L'intelligence n'élimine pas l'instinct. Pour la baleine, il n'était pas un garçon, pas un surfeur, pas un humain. Il était une silhouette sombre dans l'eau, une proie. C'est le fil du rasoir sur lequel nous marchons lorsque nous entrons dans la nature sauvage. Un moment de confusion, une seule erreur d'identité, et tout change. Hans a survécu, de justesse, mais sa survie est moins réconfortante que sobre, parce que si même le prédateur suprême le plus amical de l'océan peut nous confondre avec une proie, quelle sécurité avons-nous vraiment? La vérité est aussi profonde que la mer elle-même. Lorsque nous glissons sous les vagues, nous ne sommes plus au sommet de la chaîne. Nous sommes simplement un autre corps dans l'eau. Hans Kretschmer avait à peine 18 ans lorsqu'il est devenu l'une des rares personnes au monde à avoir ressenti les mâchoires d'une orque tueuse sauvage et à avoir survécu pour en parler. Sa survie est presque mythique, mais aussi terrifiante. Merci de regarder. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer le prochain récit réel de l'homme contre la nature. Et restez attentifs, car la prochaine histoire est encore plus sombre.